Le piano, c'est l'un des instruments les plus connus et le plus joué au monde. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur l'origine du piano. Sais-tu que le piano, il est né que parce qu'on a voulu corriger un tout petit défaut d'un instrument? Savais-tu également que le piano, il n'a pas toujours eu 88 notes? Peut-être qu'il en a eu beaucoup moins, peut-être qu'il en a eu beaucoup plus. Et ça, c'est un fait incroyable dont je n'avais aucune connaissance. Et je l'ai appris en créant cette vidéo. Sais-tu également que dans certains endroits, certains lieux, le piano est absolument interdit? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 faits les plus incroyables, les plus méconnus sur l'origine du piano. On va voir des anecdotes historiques, on va voir des inventions incroyables et des secrets que même les plus grands musiciens ne connaissent pas. Alors que tu sois pianiste tout débutant ou pianiste expérimenté, ou même simplement curieux, tu vas découvrir ce que l'histoire ne t'a jamais révélé sur ton instrument préféré. Au début, lors de la création du piano, si tu voyais un piano, tu étais incapable de savoir que c'était un piano. Non pas qu'il avait une forme bizarre ou des couleurs bizarres, tout simplement parce qu'il était camouflé dans des meubles de la vie courante. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, là, on a un grand vaisselier pour ranger la vaisselle, pourquoi pas on mettrait un piano dedans? Et véritablement dedans. Ben oui, parce qu'on voit le lien direct entre ranger sa vaisselle dans un meuble et jouer du piano dans ce meuble. Non, on voit pas du tout le lien direct. Personne ne l'a jamais vu. Mais ça prend pas toute la place de la vaisselle, c'est-à-dire que tu peux ranger et la vaisselle et faire du piano. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'il y avait un côté élégant à avoir des meubles de qualité et avec un piano intégré dedans. Et donc on pouvait venir chez quelqu'un et ne même pas savoir qu'il avait un piano chez lui. Si tu demandes à quelqu'un combien de pianos il a de touches, il va te dire 88. Mais est-ce que les personnes savent que les premiers pianos avaient 54 touches? Ils étaient tout petits, les premiers pianos. Et puis au cours du 19e siècle, tu as Bosendorfer, le fameux fabricant de pianos autrichien, qui a créé enfin un piano avec 85 touches. On n'était pas loin, il en manque 3 pour qu'on arrive aux 88 touches. Le but, bien sûr, d'augmenter son nombre de touches, c'est d'augmenter les possibilités musicales. Et puis aussi, quand tu jouais et que tu avais des chanteurs, il y avait beaucoup de plages dynamiques, de tessiture vocale qui allaient dans les extrêmes, et donc il fallait que l'instrument puisse suivre également. Mais alors Jamy, quand est-ce que les pianos sont passés de 85 à 88 touches? Parce que franchement, 3 touches en plus, c'est pas la mort. Eh bien ça va être plus tard, deux marques très connues, Stanley & Sons et Pleyel, qui sont passées de 85 à 88 touches. Parce que 2/8 côte à côte, ça a quand même plus de style. Non, je rigole, c'est pas la raison. Et c'est surtout pour répondre aux exigences de Chopin, par exemple, ou Liszt, qui avait une grande exigence et qui voulait toujours plus en termes de touches. Et tu vas me dire, c'est bon, 88 touches, l'affaire est pliée, on a toujours notre piano qu'à 88 touches. Que nenni, parce que l'être humain, il est fait de telle sorte qu'il en veut toujours plus. Stewart & Sons, qu'est-ce qu'il s'est dit? 88 touches, petit joueur. On va faire un bon gros piano de 108 touches, c'est-à-dire 20 touches en plus. Et donc, sélection naturelle, les compositeurs préféraient 88 touches. Je sais pas exactement pourquoi, peut-être parce que plus de touches, ça fait aussi des pianos qui étaient plus lourds, plus gros à déplacer, plus onéreux et pas forcément utiles. Moins de touches que 88, c'était peut-être pas assez. Donc, il y a eu un équilibre naturel. Et donc, si un pianiste te demande combien les pianos ils ont de touches, tu pourras lui répondre 88 aujourd'hui, mais on est quand même passé de 54 à 108. C'est-à-dire qu'on a littéralement doublé le nombre de touches au fil des années. 88 touches, c'est parfait. T'as bien fait de les garder. Si je te demande quel était le nom du piano avant, si tu poses cette question à des pianistes, ils vont sûrement te dire, un peu avec fierté, qu'avant on appelait ça un piano forte. Et maintenant on appelle ça le piano. Mais en fait, le nom pianoforte est aussi une contraction du vrai nom du piano. Accroche-toi, le vrai nom du piano c'est, je sais pas si je le prononce bien, Gravissembalo col piano e forte. Oh, ça se trouve, c'est un accent désastreux. Ça, c'était le vrai nom de l'instrument, qui s'est contracté plus tard en pianoforte et ensuite en piano. Donc si un jour t'as un pianiste qui te dit tout content qu'avant on appelait ça un pianoforte, eh bien tu pourrais lui dire que non, c'était beaucoup plus long que ça. Et bonne chance pour arriver à te rappeler du nom en entier pour lui ressortir. Je fais une parenthèse, si t'es nouveau sur ma chaîne, ou si ça fait pas longtemps que tu la suis, et que tu souhaites apprendre le piano, apprendre l'improvisation, apprendre l'harmonie, apprendre l'indépendance des mains, apprendre à avoir de la dextérité dans les mains et dans les doigts, j'ai fait à chaque fois des très grandes formations très qualitatives sur chacun de ces sujets. Je te laisse regarder, c'est sur mon site, lepianograndouverts.com. T'arrives sur la page d'accueil, tu as toutes les formations. Et tu verras que
quelle que soit la formation que tu prennes, tu vas énormément progresser. Et bien sûr, si tu as la moindre question sur le choix de la formation parce que tu n'es pas sûr, tu m'envoies un mail et moi je t'y réponds avec grand plaisir. L'inventeur du piano voulait simplement corriger un petit défaut d'un instrument qui existait déjà. Cet instrument, c'était le clavecin. Et le problème du clavecin, c'est qu'il a une dynamique quasiment nulle, c'est-à-dire que on ne peut pas jouer fort ou doucement, il a très peu d'expressivité. Et donc de plus en plus de musiciens se plaignaient parce qu'ils ne pouvaient pas mettre de l'expressivité dans leur jeu. Alors il y a Bartolomeo Cristofori, un Italien, qui s'est donc attelé à ce problème pour augmenter la plage dynamique du clavecin. Mais pour cela, il a dû changer de mécanisme, on n'était plus sur des cordes pincées, comme sur le clavecin, on était sur des cordes frappées. Et donc ce changement de mécanisme a créé le piano forte. Alors qu'à la base, on aurait juste dû avoir un clavecin amélioré et donc toujours un clavecin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui joue du clavecin, on l'appelait à cette époque-là un claveciniste. Et quelqu'un qui jouait de ce nouvel instrument, on l'appelait également un claveciniste. Il n'y avait pas encore au début de distinction entre clavecin et piano. Bach n'aimait pas les premiers pianos. Parce que Bach, il était comme ça. Hein. Non, je plaisante, j'en sais rien. Comme on l'a vu, les premiers pianos sont apparus au début du XVIIIe siècle, donc au début des années 1700. Pour te donner une idée, Bach est mort en 1750. Et donc Bach a été confronté au premier piano et il n'a pas du tout accroché. D'ailleurs, plein de musiciens n'ont pas du tout accroché au premier piano. Ça peut s'expliquer comme très souvent quand il y a un changement, il y a ce qu'on appelle la résistance au changement, c'est un effet psychologique qu'on a tous. Parce que qui dit changement dit sortir d'une situation confortable qu'on connaît bien et donc qui est sécuritaire pour nous, à aller vers une situation inconnue et donc risque de danger et d'insécurité. Et même si le changement apporte des opportunités, la peur de perdre des choses acquises est plus forte que le bénéfice de gagner des nouvelles choses. Notre cerveau est codé comme ça pour maximiser notre survie. Et donc Bach, qui devait sûrement avoir une grande résistance au changement, n'a pas du tout aimé les premiers pianos. Et je suis pas sûr que même sur la fin, il ait vraiment aimé les pianos. Le piano a mis beaucoup de temps à s'imposer. Là où aujourd'hui on se dit le piano a détrôné le clavecin, c'était pas du tout le cas avant. Le piano, il a pas mis quelques années pour détrôner le clavecin. Même pas quelques dizaines d'années, même pas 50 ans. Il a mis plus d'un siècle, plus de 100 ans pour arriver à détrôner le clavecin. Ça a été une bataille féroce, une lutte sans merci, pour au final que le grand vainqueur, ce soit nos pianos. Est-ce que tu savais que notre ami Liszt, il aimait casser des pianos? Quand je dis casser des pianos, je parle de casser les cordes du piano. Bon, et puis tu dis, de temps en temps, il cassait une petite corde, ça arrive, il avait un jeu assez puissant, assez expressif, et puis voilà. Non, 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 il pouvait casser 4 pianos pendant le même concert. Imagine la pression de ceux qui devaient remettre les cordes en urgence ou ramener un nouveau piano en urgence. C'était peut-être une rockstar, Liszt. Tous les guitaristes qui brûlent leur guitare, qui massacrent leur matériel, ils n'ont rien inventé au final. Donc Liszt, première rockstar de l'histoire. Beethoven, quand il jouait au piano, il mordait une tige en bois. Si tu as déjà vu une image ou si tu as déjà lu ça, tu t'es dit, c'est quoi ce bazar? Beethoven, il a progressivement perdu l'audition. Alors on ne sait pas à quel point, dans quelle mesure, pas forcément sourd, en tout cas une perte, ça c'est sûr. Et donc, un inventeur avait créé un système pour relier un bâton au piano, mordre ce bâton, les vibrations de ce bâton, ça rentrait dans les os de sa mâchoire et donc dans son oreille interne. Est-ce que cette invention marchait vraiment? Apparemment oui. J'ai pas beaucoup d'infos dessus, mais je trouvais le fait quand même assez insolite. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, des pianos ont été parachutés en Normandie. Alors ça, c'est l'histoire un petit peu populaire. Il y a du vrai, il y a du faux. Les pianos n'ont pas été parachutés par avion, mais des pianos ont été amenés par bateau en Normandie et sûrement dans d'autres camps. Le but, tu te doutes, c'était d'égayer un peu les journées des soldats qui pensent à autre chose, qu'ils aient des moments de décompression et donc ils amenaient des pianos pour que les personnes puissent jouer du piano ou apprendre le piano ou que ceux qui savent jouer du piano pouvaient jouer de la musique dans cet énorme chaos. Et donc le piano avait quand même un rôle à jouer dans le fait de garder un certain moral des troupes. Mais j'avoue que ça aurait été plus stylé s'ils avaient été parachutés depuis les airs. Est-ce que tu savais que le piano était interdit dans certains endroits? Et quand j'ai interdit, c'est strictement et rigoureusement interdit. Au XVIIIe siècle, beaucoup de monastères
interdisait les pianos. Pourquoi? Parce qu'il jugeait que l'instrument et les sonorités étaient un peu trop sensuels, un peu trop ostentatoires. Et donc forcément, ça collait pas avec la religion. Et donc le piano a été banni de ces monastères. Et c'est vrai que quand tu écoutes un orgue ou quand tu écoutes un piano, bah tu te rends compte quand même que le piano est beaucoup plus doux et effectivement beaucoup plus sensuel que le bruit d'un orgue. D'ailleurs, par extension, certaines notes, certains intervalles étaient au début interdits par l'Église pour les mêmes raisons. Les tierces, par exemple, étaient beaucoup trop sensuelles pour être jouées dans les églises. Fallait de la quinte, fallait de la carte, fallait des choses droit. Et maintenant, il est temps de fermer cette grande parenthèse historique pour revenir dans le monde moderne. Et le monde moderne, c'est quoi? Ce sont des gadgets et des accessoires pour le piano. Certains sont géniaux, d'autres sont complètement inutiles, voire même dangereux, comme par exemple tous les gadgets qui veulent corriger la posture de tes mains, de tes doigts ou de tes poignets. Tu verras, c'est quelque chose de magique, il faut que tu vois ça. C'est la vidéo qui est juste là. J'ai testé cet objet et tu vas pas être déçu.